Ok, donc bonjour à tous, bienvenue pour ce 5e webinaire. Donc, en réponse à votre demande sur un des précédents webinaires, on a fait le choix du thème sur la commercialisation des produits agricoles, puisque c'est un sujet qui intéresse de manière un peu transversale tous les pays. Donc, je ne reviens pas trop sur le principe de webinaire, puisque vous commencez à être un peu rodé sur la question. Par contre, je vais présenter les intervenants du jour. Et comme c'est un sujet qui est assez complet, je dirais assez complexe même, on a proposé d'avoir des intervenants un peu en nombre pour avoir différentes expériences des pays. Donc, il y aura 5 intervenants aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter un par un. Donc, commencer par Bertrand. J'y vais. Donc, oui, Bertrand Venet, paysan en Picardie, marqué au fer rouge un peu des coopératives agricoles en France. J'étais président de coopérative, administrateur d'un tas de coopératives. Et j'ai milité aussi beaucoup dans AFDI, Agriculteur français et développement international, avec un peu comme personne ressource pour tout ce qui était volet commercialisation. Et j'ai œuvré à Madagascar sur le sujet, un peu en Côte d'Ivoire et aussi un peu au Cambodge. Voilà, et j'ai fait aussi des expertises au Liban sur des coopératives féminines et sur des projets de commercialisation à la fois pour AFD et pour l'USAID. Voilà. Voilà, et Bertrand est administrateur de FERT. C'est mon plus beau titre. Allez, je l'avais oublié. Ça marche, merci Bertrand. Michel? Michel, conseiller technique pour FERT. Et donc, j'ai travaillé en Algérie, au Sénégal, aux Comores, à Madagascar et fait des missions dans pas mal d'endroits. Et souvent sur des sujets liés à la commercialisation. Merci. Younes? Moi, c'est Ounjar Finance. C'est un peu compliqué le nom, mais on peut m'appeler tout simplement Ounz. Responsable commercialisation pour Fifata. Et donc, on charge du volet post-récolte et commercialisation. Voilà. Donc, Younes vient de Madagascar. François? Oui, je suis François Mani, maraîcher et administrateur de l'Union des maraîchers de Bakel, Côte d'Ivoire. Merci beaucoup François. Et enfin, deuxième Bertrand, mais qui nous vient du Burkina cette fois-ci. Bertrand. Ok, moi c'est Bertrand Sawadogo, agroéconomiste et gestionnaire du développement durable de formation. À FERT, je suis chargé de l'accompagnement des services économiques des OP, c'est-à-dire je me charge de la post-récolte, de stockage, commercialisation, de la transformation et aussi de tout ce qu'il y a comme approvisionnement en intrants au niveau des OP. Donc, merci. Très bien, merci beaucoup à tous les 5. Donc, je rappelle juste, merci de couper vos micros quand vous ne parlez pas, ou alors pour ceux qui interviennent, qu'il n'y ait pas de bruit derrière vous. Si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez lever la main. Donc, il y a une petite fonction lever la main sur le bloc participant et on vous donnera la parole après chaque intervention pour que chaque intervenant puisse répondre. Donc, on a proposé un déroulement en 3 étapes. Tout d'abord, il nous a semblé important de bien rappeler, quand on parle de commercialisation, quels sont les fondamentaux. Et on a proposé à Michel Amiro de nous faire une présentation sur cette première partie. Ensuite, on a proposé de l'illustrer au travers de 3 expériences. Une première à Madagascar, une seconde en Côte d'Ivoire et enfin au Burkina Faso. Et après, on donnera la parole à Bertrand Venet, donc, qui est agriculteur et administrateur de FERT, et qui pourra nous dire ce que lui a inspiré les différentes présentations et ce que lui, il peut en dire en tant qu'agriculteur et administrateur de FERT. Et enfin, j'essaierai de faire une petite synthèse des échanges. Voilà, donc je propose de donner la parole à Michel pour nous présenter un peu les fondamentaux à connaître sur la commercialisation. Michel. Donc rebonjour à tous. Donc,
effectivement, en préambule aux expériences qui vont être présentées après, bon, quelques petits rappels qui essayent de faire en sorte qu'on n'oublie pas certaines choses avant de s'occuper de commercialisation. D'abord, rappelons que la commercialisation, ce n'est qu'une partie d'un tout. Hein, c'est pas simplement vendre des produits et avoir de l'argent en échange. La commercialisation, ça touche bien évidemment à des éléments techniques de l'exploitation, ça touche aussi à des éléments financiers ou organisationnels. Et donc, c'est tout de suite, quand on s'engage dans la commercialisation, il faut avoir une vue un peu globale des choses et pas uniquement sur la dernière étape qui consiste à échanger avec un négociant. Bien, deuxième chose qui nous paraît absolument essentielle, et ça c'est un peu spécifique à FERT, c'est que quand on travaille avec FERT ou pour FERT, on s'intéresse à l'augmentation, à l'amélioration de la vie des paysans qu'on accompagne, et donc particulièrement à leur niveau de revenus. Et donc des fois ça peut susciter des discussions fortes, par exemple avec des bailleurs de fonds, parce que on entend souvent dire qu'il faut augmenter la production, par exemple. Hein. Eh bien, à nos yeux, et c'est une réalité d'ailleurs, augmenter la production, c'est pas nécessairement synonyme d'augmenter les revenus. On verra pourquoi tout à l'heure, mais peut-être, mais la notion d'offre et de demande, ça peut perturber cette augmentation simple d'augmentation de production qui serait synonyme d'augmentation de revenus. Enfin, et la troisième chose qu'on veut dire avant tout, c'est que les paysans ne sont pas des instruments au service d'une politique. Ce sont les acteurs de leur propre choix, en tout cas ils devraient l'être, et que cette réalité, cette volonté, elle est souvent un peu ignorée. Déjà, quand on veut aller vite, on plonge directement dans le bain commercial, disons, en oubliant que ce sont les paysans les acteurs, et on leur propose parfois des solutions qui sont un peu trop calquées sur l'extérieur, sans penser que ce sont eux qui doivent choisir comment et comment ils veulent faire pour commercialiser leurs produits. Voilà, ça c'est vraiment le préambule du préambule. Et après, donc, il y a trois éléments qui nous paraissent essentiels. C'est de bien bon, on pense qu'en général, les pays dans lesquels FERT travaille sont des pays qui ont adopté l'économie de marché. Et ce qui veut dire que si ces pays ont adopté l'économie de marché, ça s'applique chez eux la loi de l'offre et de la demande. Et cette loi de l'offre et de la demande, bon, elle est bien sûr théorique, mais elle a quand même une grande réalité pratique, même si bien sûr il faut la regarder de près parce qu'elle suppose beaucoup d'adaptation au contexte local. Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette loi de l'offre et de la demande? Elle dit que pour l'immense majorité des produits agricoles, quand le prix baisse, le prix baisse quand l'offre augmente et inversement. Donc c'est assez primaire. Tous les paysans qui ont fréquenté un jour un marché le savent mieux que tout le monde. Des fois, c'est moins évident pour les jeunes conseillers, par exemple, qui arrivent en situation. Ils n'ont pas toujours cette notion très présente à l'esprit. Mais surtout, cette loi de l'offre et de la demande, elle a une particularité pour les produits agricoles de grande consommation. C'est ce qu'on appelle la loi de King. C'est que si l'offre baisse un peu, eh bien le prix augmente rapidement, et inversement, si l'offre augmente un peu, eh bien le prix baisse beaucoup. Ça, c'est lié au fait tout bêtement que les estomacs sont pas élastiques, mais cette réalité-là, qui se vérifie souvent, très souvent même, elle est parfois un peu oubliée et surtout sur des marchés non connectés, on pourra s'expliquer sur ce que ça veut dire, ça peut avoir une réalité qui est très pénalisante pour un certain nombre de producteurs. Et enfin, concernant cette loi de l'offre et de la demande, eh bien, elle s'applique, bon, bien sûr, pour les produits agricoles de grande consommation non stockables, mais même pour des produits stockables, elle a quand même une réalité, et même pour des produits transformés, et même pour des produits exportés, cette réalité s'applique. Et d'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui, hein, si on s'intéresse un peu au problème du pétrole, on s'aperçoit que même en le stockant, même en le transformant,
et ben, des fois, les prix arrivent à s'écrouler parce que la réalité de la demande n'est plus là. Donc, cette loi de l'offre et de la demande, il faut vraiment la travailler de près avant de s'engager dans la commercialisation et faire en sorte que tous les gens qui vont accompagner notamment ces actions de commercialisation en soient parfaitement conscients et arrivent à maîtriser un petit peu des notions qui sont relativement simples mais qui sont importantes. Alors, autre élément aussi qui nous paraît important et qui est un préalable essentiel, c'est que souvent on s'aperçoit que on fait pas assez attention à la nature du public pour lequel on travaille. On peut s'expliquer, encore une fois, souvent on plaque des schémas un peu tout faits sur des gens qui sont des individus et qui ont leurs particularités. Si on va prendre des exemples, hein, si les vendeurs sont majoritairement des gens qui ont l'habitude de travailler dans la proximité, avec des collecteurs qui connaissent depuis 10 ans, c'est pas exactement la même chose que celui qui a déjà l'habitude de travailler avec ses 3 téléphones portables pour connaître les prix des produits qui arrivent d'un pays ou un autre. Ou j'ai vu ça au lac Bam, par exemple. Hein, les gens, ils avaient leur téléphone et ils connaissaient les prix du Niger et les prix d'Abidjan aussi bien que ceux internes au pays. Donc, c'est pas, il faut tenir compte de ce genre de réalité. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a des gens qui sont déjà bien engagés dans la production pour vendre et c'est pas le cas de tout le monde. On a beaucoup d'exemples où on a des petits producteurs qui vendent uniquement leur surplus, occasionnellement quand la nécessité s'avère. Par exemple, bon, bah, s'il y a les écolages, on vend 10 poulets, mais c'est pas la même chose que celui qui est engagé dans une filière tournée uniquement vers l'exportation et qui produit une grande quantité. Et ça, c'est souvent aussi à prendre en compte. Donc, les gens ne sont pas les mêmes, il faut tenir compte de ce qu'ils sont. Et aussi, un élément qui nous paraît important, c'est qu'on s'aperçoit que dans beaucoup de pays, l'accueil des structures collectives de production et surtout de commercialisation ne sont pas nécessairement appréciés de la même manière. Il y a des endroits où les structures collectives sont très, très appréciées, notamment, j'assiste bien, de commercialisation et donc qui nécessitent des échanges d'argent ou de partage d'argent entre les uns et les autres. Et ça, c'est pas toujours nécessairement bien partagé par tous les gens dans un pays. Et donc, il faut vraiment faire attention à comment est la qualité de l'acceptation de ces structures collectives, notamment en matière économique. On a eu beaucoup de déboires là-dessus. Et enfin, une chose qui est souvent oubliée, c'est que, eh bien, il faut aussi tenir compte, par exemple, de la capacité des paysans à résister aux risques. Hein. Bon, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est évident, mais souvent, on propose des choses qui risqueraient d'embarquer les gens vers des risques qu'ils ne sont pas en mesure de maîtriser, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les revenus nécessaires et ils n'ont pas la trésorerie et dès que le petit pépin entraîne des conséquences majeures. Donc, c'est un ensemble de petites choses, mais qui tournent autour de la connaissance intime du public avec lequel on travaille. Et encore une fois, quand on dit tout ça, on pense beaucoup aux bailleurs de fonds qui imposent souvent, qui proposent trop fortement des solutions qui ne sont pas en phase avec ces réalités du public avec lesquelles FERC est amené à travailler. Alors, autre élément, un préalable important, c'est de regarder un petit peu le contexte général, toujours avant de s'engager directement dans les réflexions sur la commercialisation. D'abord sur le rôle de l'État, puisque autour de la table, il y a des gens de différents pays. Il faut bien se rappeler que l'État a toujours un rôle important. Des fois, il est peut-être jugé excessif, des fois peut-être il est très en retrait. En tout cas, il peut avoir un rôle majeur et même directement dans la commercialisation. Et par exemple, sur les prix, hein, on a vu dans certains endroits que des paysans étaient
était un peu tourneboulé parce que des importations intempestives, par exemple de riz à Madagascar, peuvent faire que toutes les prévisions que les gens ont prévues s'avèrent fausses parce que l'acteur État est intervenu un petit peu rapidement et fortement. Autre chose aussi, la qualité de l'état de droit est importante. Rappelons-nous que dans certains cas, on met en avant, par exemple, l'agriculture contractuelle, mais un contrat, normalement, ça peut aussi parfois opposer deux parties, et il faut peut-être parfois avoir affaire à la justice pour essayer de trancher un litige. Et dans certains pays, c'est très très difficile de faire en sorte que les paysans arrivent à avoir gain de cause s'il y a un litige dans le cadre de la justice. Et ça, on le voit souvent. Et donc, faut un peu aussi regarder de près ces choses-là avant d'aller vers des solutions très ambitieuses. Enfin, mais aussi, on oublie souvent que la qualité des infrastructures d'un pays, c'est essentiel pour une bonne commercialisation. Et là, vous savez tous mieux que moi que ce que sont les infrastructures autour de vous, qu'elles soient routières, numériques ou même l'état des écoles, etc., etc. Et ça a une influence énorme sur les possibilités de commercialisation. Et il faut vraiment en tenir compte. Même des fois, il y a des idées reçues sur le fait qu'on soit près de la capitale et que du coup, les infrastructures routières sont très en état. Et en réalité, quand arrive la saison des pluies, par exemple, eh bien, ça devient très difficile et donc il y a l'impossibilité de faire bouger ces produits. Il y a aussi un autre élément qui rentre en ligne de compte, c'est que bien sûr, mais ça, vous êtes en général les acteurs de tout ça, c'est la qualité des structures de développement qui entourent les paysans avec lesquels on travaille et la place des OP dans ce circuit. Pas la même chose quand on a une densité forte de conseillers agricoles ou quand on a un vulgarisateur qui est au niveau d'une région en tout et tout petit. Et quelque chose qui nous paraît aussi important, et c'est que c'est le niveau de vie de la clientèle en général. Et souvent, il y a un certain nombre de projets qui oublient un peu cette réalité. Je rappelle simplement de mémoire un ou deux chiffres, quoi. Par exemple, le PIB à Madagascar, par tête d'habitants et par an, ça doit être aux alentours de 500 € par an et par habitant. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ça doit être 1700 et au Burkina, 700 ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce sont les ordres de grandeur. Et on voit bien que dans ce cadre-là, la clientèle qui est susceptible d'acheter sur un marché intérieur n'a pas nécessairement les mêmes revenus et que ça doit être pris en compte très fortement. Et ça, souvent, c'est un peu oublié parce que effectivement, de l'extérieur, il y a un certain nombre, encore une fois, de bailleurs de fonds, heureusement, ils ne sont pas autour de la table, mais qui oublient un peu ces réalités-là et qui plaquent des réalités qui viennent d'ailleurs. Et donc, si on respecte ces préalables, avant de s'engager dans un projet collectif et même de réfléchir à un projet collectif de commercialisation, c'est s'éviter beaucoup d'échecs parce que je pense que tous, vous avez vécu et nous avons vécu un certain nombre d'échecs cuisants, des fois qui étaient modestes, mais enfin derrière, il y avait des gens qui ont beaucoup souffert, mais des fois sur une grande échelle. Et ce qui veut dire qu'il faut vraiment essayer de prendre ces préalables en compte tenu de ce qui peut advenir par la suite. Et si on prend ces préalables en compte, on pourra s'accorder sur des principes, et on verra tout à l'heure qu'Apifata avec Ounz a essayé de faire ça à Madagascar, et ça évite des contresens ou des faux sens, hein, et donc ça permet de bien se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Et puis surtout, ça permet d'élaborer des projets de mise en marché qui sont sur mesure et qui sont liés justement à ce qu'on a dit plus haut, la qualité des gens qui sont les acteurs de l'action et aussi les réalités, le contexte général qui permet de ne pas se lancer dans des châteaux en Espagne, comme on dit, en France. Bien, et donc une fois qu'on a rempli ces préalables, eh bien, il est possible d'utiliser un certain nombre d'outils et de dispositifs d'accompagnement qui permettent de développer un projet de mise en marché ou d'accompagnement
de mise en marché. Et donc, c'est toutes les formations que vous connaissez. C'est vraiment important, notamment pour les gens qui accompagnent, parce que, notamment quand ils sont jeunes, et heureusement qu'il y a des jeunes dans les conseils agricoles, bien évidemment, mais ça permet de rappeler un certain nombre de réalités. Bon, le conseil, bien sûr, c'est essentiel. Et il y a une foule de possibilités autour d'outils d'animation. Fifata, bien sûr, que je connais un peu mieux que d'autres, en a développé un certain nombre. Il y a aussi les systèmes d'information économique. Rappelons que le système d'information économique, dans beaucoup de pays, ce sont des systèmes qui sont sous la tutelle de l'État, et que c'est souvent quand l'État ne remplit pas sa tâche que ce sont d'autres structures qui les prennent en charge. Mais ça a un rôle important, ces systèmes d'information économique. Ça me permet de rappeler qu'on ne lance pas un projet de commercialisation une fois pour toutes. Après, pour le faire vivre, c'est une observation quotidienne, et il faut toujours s'adapter en permanence. D'ailleurs, avec les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui avec la crise, on voit bien que c'est en permanence à s'adapter, et ça, c'est pas toujours facile à faire et à vivre pour les gens qui sont dans l'action, parce que ça demande une réactivité qui est des fois difficile à supporter. Et enfin, un dernier point pour lequel on veut un petit peu attirer l'attention, c'est que, bien sûr, FERT accompagne d'une manière privilégiée des structures de commercialisation collective, mais la structure de commercialisation collective, ça ne débouche pas nécessairement dans un premier temps directement sur une coopérative. Et un des gros échecs qu'on a pu rencontrer dans certains coins, et j'en ai vu pas mal, c'est l'idée que directement on va à une coopérative formalisée avec tout ce que ça suppose. Souvent, ça reste des coquilles un peu creuses ou vides, et en fait, il faudrait plutôt essayer de réfléchir à la manière dont on peut progressivement arriver vers cette étape de coopérative formalisée. Et rappelons que dans beaucoup de pays, les paysans, d'une manière très lucide, adoptent plein de structures temporaires qui leur permettent de progresser vers la coopérative sans directement plonger, si j'ose dire, dans la coopérative pure et dure, formalisée, etc. Voilà les préambules qu'on voulait un petit peu mettre en avant. Bien sûr, c'est très rapide, on pourrait parler pendant des heures, parce que le sujet est très vaste, mais maintenant, c'est la parole aux gens de terrain. Merci beaucoup, Michel. Comme d'habitude, on est ouvert à vos questions. Vous pouvez les poser sous forme écrite ou alors prendre la parole en levant la main si vous le souhaitez. Ok, bon, je pense que la présentation a été très claire. Donc, on va passer à l'intervention suivante. Donc, on proposait d'illustrer les grands principes qui avaient été évoqués par Michel par plusieurs expériences de terrain, et on a proposé à Younes, donc responsable des aspects commercialisation à Madagascar pour le groupe Fifata, de nous présenter un peu ce qu'ils ont fait. Donc, Younes, à toi la parole. Alors, Younes, est-ce que tu m'entends ? Allô, Younes? Bon, s'il n'est pas là, c'est pas grave. On va donner la parole au suivant et puis on reviendra éventuellement sur sa présentation après. Bon, voilà, je suis là. D'accord, on a failli passer Madagascar là. Donc, je te donne la parole, Younes. Pardon, on a oublié d'activer le… D'accord. On est ensemble ici, on est… Voyez, les sont ici. Ok, voilà la présentation. Younes, ne parle pas trop fort ou trop près du micro, sinon ça sature. Si tu peux reculer un tout petit peu, ce sera mieux. Merci beaucoup, je te laisse la parole. Ça va? Oui, c'est bon, merci. Ça va? Oui, oui. Ok, bonjour à tous. Voilà la présentation du déroulement que je vais présenter. On va parler du contexte du groupe Fifata en général, quelques principes qu'on a définis. On va parler d'un cas
un cadre de commercialisation ici et nos perspectives. Là, on va commencer par le contexte. Vous pouvez voir sur la carte là, les zones d'intervention de FIFATA et du groupe FIFATA. FIFATA parce qu'il a des structures spécialisées qui sont avec FIFATA pour les services. Donc, c'est surtout un peu la moitié de Madagascar et surtout la zone centre, quoi. Les membres sont structurés autour de filières et de services. On a défini au niveau national surtout 4 filières. Il y a le riz, la pomme de terre, le poulet cassé et l'oignon. Mais sa création a des spécificités. Et pour chaque filière, il y a des services. Par exemple, des services santé animale, services conseil, à travers les paysans relais. Il y a beaucoup de services. En ce qui concerne les membres de FIFATA et du groupe FIFATA, c'est surtout des exploitations agricoles familiales. Sur cela, il y a des exploitations agricoles familiales qui sont encore vulnérables, qui sont déjà en sécurité alimentaire et qui ont déjà franchi donc cette étape-là et qui sont déjà tournées vers les marchés. Alors, généralement, chaque fédération, parce que chaque région de ces zones d'intervention-là, les membres sont fédérés en organisation paysanne régionale et chaque région sont déjà donc concernés par cette thématique-là, la commercialisation. Et il y a aussi les existences de ces structures spécialisées-là qui aident donc dans les fédérations dans la technique, dans tout ce qui est vie associative, dans tout ce qui est conseil. Il y a le Cap Malagas, CFLP, il y a le CFL et il y a aussi le collège agricole qui forme les jeunes donc, et qui aide beaucoup aussi FIFATA dans la mise en place du conseil à la commercialisation pour les jeunes. Ensuite, donc les ciblages des produits, donc c'est par rapport aux régions. Chaque région a donc les produits qui sont très spécifiques pour la commercialisation, mais pour la nationale, c'est surtout le poulet race locale que nous appelons poulet casse, qui concerne donc tout le monde, un peu dans le groupe. Et ensuite vient la pomme de terre et l'oignon. Et pour les membres de FIFATA, la commercialisation, c'est déjà très important parce que on a eu 30 ans d'existence pour améliorer tout ce qui est technique. Maintenant, on voit que les producteurs sont vraiment intéressés par rapport à cet axe commercialisation-là. Et en dernier point sur cette partie contexte-là, il faut noter que Madagascar est encore dans une économie libérale. C'est que l'État n'entre pas dans la régularisation du prix sur le marché. Le prix est dicté par la loi de l'offre et de la demande. On va passer à quelques principes que nous avons retenus pour le groupe FIFATA. Mais avant de parler de ces principes-là, j'aimerais expliquer que le principe a été élaboré à partir des expériences de commercialisation déjà menées par les organisations dans les régions. Il y avait eu beaucoup d'expériences que l'on a pu un peu évaluer. Et à partir de l'évaluation de ces expériences-là, on a élaboré donc quelques principes. Le but de ces principes-là, c'est donc de ne pas dicter qu'il faut faire ceci ou ceci. Les organisations ont adapté chacun leur façon de travailler par rapport aux commercialisations, mais de garder l'esprit que les producteurs soient quand même gagnants dans leur action de commercialisation. Ce qui nous a amené donc à avoir 5 principes en tout. Le premier principe, c'est que le producteur est au centre, au cœur de l'activité de commercialisation. Ce principe-là découle du fait que ce sont les producteurs qui font l'activité de production. La production leur appartient ensuite.
Et souvent, l'État ou les opérateurs économiques tendent à faire pression sur les producteurs, sur quel prix, comment ils vont vendre. Il y a beaucoup de contraintes que les producteurs devraient supporter. Alors, FIFATA a dit que pour que les producteurs soient bénéfiques dans leurs activités de commercialisation, il faut qu'ils soient au cœur de l'activité et qu'ils puissent décider du prix, de l'endroit où commercialiser, avec qui prendre un contrat pour la commercialisation. Quand les producteurs sont reconnus comme un acteur, un plein acteur sur la commercialisation, on peut passer donc sur les principes qui sont autour. Il y a l'organisation structurée et dynamique à gauche et en haut, parce que on ne peut pas vraiment faire face, étant donné que nous sommes des petits producteurs qui ont des quantités pas très grandes pour un producteur, mais lorsqu'ils sont regroupés au niveau d'union, peut-être coopérative, ou regroupés au niveau d'un collecteur, ils représentent un poids. Et donc, voilà, l'organisation structurée là est dynamique en plus parce que il faut qu'ils soient vraiment capables de mener les actions par eux-mêmes en prenant les décisions, les adaptations et tout ça. Effectivement, il y aura de l'accompagnement. Ensuite, gagnant-gagnant, du fait que FIFATA n'est pas contre de travailler avec des opérateurs économiques ou avec des chaînes de restaurants ou avec des grands opérateurs. Mais ce que FIFATA est contre, c'est que nous ne sommes pas d'accord si on exploite les producteurs au profit des gros opérateurs économiques. Si on veut travailler avec quelqu'un, il faut que les contrats soient gagnants pour les deux parties, mais gagnant-gagnant aussi. Les pays sont relais, les pays sont leaders, gagnent par rapport à cette collaboration-là. Le quatrième, c'est le respect des engagements. Pour FIFATA, les producteurs, lors de l'atelier où on a fait ces 5 principes-là, sont d'accord à respecter les engagements. Quand ils sont gagnants par rapport au contrat et quand il y a l'organisation structurée et dynamique, le respect des engagements est en lien avec cela parce que on ne peut pas respecter, par exemple, la volume à livrer s'il n'est pas l'organisation structurée et dynamique. Et dernier point par rapport à ces principes-là, c'est la légalité. La légalité, mais souhaite aussi s'ouvrir à des discussions avec l'État pour des lobbies ou des choses comme ça. Et autour de ces principes-là, il y a 3 piliers. Il y a les services de proximité qui sont vraiment très nécessaires. Il y a aussi l'accès à l'information. Par exemple, nous avons donc un dispositif avec le CFL, un dispositif d'information sur les prix des légumes que nous souhaitons étendre jusqu'à pour les gaz aussi. Mais également, nous souhaitons aussi que les producteurs puissent vraiment entreprendre dans le sens agricole. C'est qu'ils ne font pas devenir des entrepreneurs comme les entrepreneurs là, mais par rapport aux produits qu'ils vont mettre sur le marché, qu'ils sont vraiment professionnels par rapport à cela, professionnels techniquement, économiquement et organisationnellement. Et voilà, je donne un exemple donc de commercialisation qui se déroule à Madagascar. Donc là, je marque sur la carte à gauche l'endroit où ça se passe. C'est à Mouroumani, c'est au centre de Madagascar. C'est une région au centre. Dans la région, il y a environ 2950 éleveurs répartis sur 48 communes. Ce sont les éleveurs membres, mais ce n'est pas la totalité des éleveurs dans la région, mais ce sont les éleveurs membres de la fédération qui s'appelle FIFATAM. Donc, FIFATAM, pour faire face à la commercialisation du poulet, ils ont élu des collecteurs qui sont également membres de
de la fédération. Ces collecteurs, ces opérateurs économiques-là, sont donc membres. Et un des collecteurs sur la photo-là est même le président de l'Union régionale pour les races locales. Et avec ce système-là, ils arrivent donc à écouler 1500 têtes de poulet par semaine environ. 1500 têtes fois 50 semaines, donc c'est ça la quantité annuelle. C'est quand même dans les 100 000 ou plus têtes par an. Par rapport à cela, les producteurs sont donc obligés de suivre certaines exigences pour pouvoir vraiment répondre à ce marché-là, parce qu'on ne peut pas envoyer le produit sur le marché sans être vacciné, par exemple, parce que ça va impacter sur la qualité. Mais également, il y a aussi les transports qui doivent être mis en place pour transporter les produits de l'exploitation jusqu'au point de collecte, parce qu'ils ont donc défini des points de collecte dans les communes. Dans sa commune, il y a donc un point de collecte pour livrer les produits. Sauf si un producteur dépasse les 100 têtes à une seule livraison. Donc là, c'est le collecteur qui se déplace pour prendre le produit au niveau du producteur. Ce qui fait qu'il faut donc un service à mettre en place pour les producteurs, le service de formation, le service de vaccination et le service de conseil à travers les paysans roulés. Pour les collecteurs s'engagent donc à faire les transports depuis la commune, depuis l'endroit, le chef-lieu de la commune jusqu'au lieu de vente, les gros marchés. Mais les paiements sont au comptant. Et faire aussi le rapport auprès de la fédération pour donner donc telle quantité sont été livrées. Dans d'autres fédérations, il y a même des ristournes au niveau des fédérations qui permet aux fédérations d'assurer d'autres services. Mais pour le cas de FIFATAM, ils sont encore en réflexion. Le paiement en comptant, c'est très important pour le cas d'ici à Madagascar, si ce n'est pas dans les autres pays, mais les producteurs. Je crois qu'on a un problème de connexion pour Younes. Younes, est-ce que tu m'entends? Ouais. Allô? Quelle est la leçon tirée par rapport à tout ça pour nous? Cette expérience on a pu mettre en place cette expérience par rapport à quelques points qui sont là. Il y a la structuration des membres autour des filières et des services. Il y a les groupes qui sont dynamiques et qui travaillent ensemble, qui arrivent à se faire confiance. Et il y a aussi le dynamisme des membres et la prise de responsabilité des membres, parce qu'il faut qu'il y ait des leaders, des paysans relais qui assurent l'animation autour de cela, afin que toutes ces initiatives-là puissent marcher. Et le paiement au comptant qui permet aux producteurs de rebondir immédiatement avec des investissements, avec des achats d'intrants pour continuer la production sans entendre. Mais néanmoins, il y a des productions, il y a des défis à voir, pardon. Il y a, par exemple, les productions des membres avec la demande du collecteur interne là, n'arrivent pas encore à couvrir les besoins. Et la définition des prix, les membres n'ont pas encore arrivé jusqu'à définir ensemble les prix, avoir un prix concerté. Si dans d'autres fédérations, il y a déjà des fédérations qui ont pu avancer sur des prix concertés. Il faut noter que nous, à FIFATA, nous n'encourageons pas la mise en place d'un seul dispositif, par exemple, le forcement coopératif partout, forcément telle structure partout, mais chacun s'y sont adaptés par rapport au contexte. Et pour la FIFATAM, c'est donc les collecteurs internes qui sont adaptés à d'autres régions. Il y a des coopératives, il y a des unions. Et pour terminer cette intervention, les perspectives pour la FIFATA,
notre perspective, c'est de renforcer donc notre équipe à aider les producteurs à définir des actions de commercialisation et travailler ensemble dans les actions de commercialisation. C'est ça donc les premières perspectives. Pour cela, on souhaite donc mettre en place des petites commissions depuis le central, ce n'est pas national mais central, où FIFATA et les structures spécialisées de FIFATA sont présents pour réfléchir avec des personnes ressources invitées ponctuellement, mais également dans les régions. Ça va venir de mettre en place ces étapes-là parce que avec le confinement, on est un peu retardé dans le timing. Normalement, on aurait dû démarrer cela, mais il y aura aussi donc une équipe régionale pour mener les actions au niveau régional. Mais les actions vraiment de commercialisation seront mises en place au niveau local, peut-être commune, peut-être intercommunal, 1 ou 2 communes. Voilà un peu le cas de Madagascar par rapport à la commercialisation. Et dans ces systèmes-là, on a défini quelques outils. Il y a le ciel, il y a un outil qui s'appelle, donc qu'on est en train de finaliser aussi, qu'on appelle le monde de commercialisation. Et on va essayer donc de renforcer la capacité des paysans et des techniciens, paysans leaders, paysans relais et des techniciens par rapport à ces volets à commercialisation-là. Ok, il faut merci. noter que nous… Younes, je vais te couper, excuse-moi, parce qu'il y a les autres qui parlent derrière et qui veut vraiment garder du temps pour chacun. On va peut-être prendre juste une question que je vais lire. C'est terminé. Merci. Juste une question Merci. à laquelle je vais te proposer de répondre très rapidement. Quels outils pour estimer le rapport gagnant-gagnant entre les producteurs et les collecteurs? Et quelle est la tendance de rapport de force entre les producteurs et les collecteurs? Est-ce que c'est équilibré ou est-ce qu'il y a des collecteurs qui sont beaucoup plus forts par rapport aux producteurs? Est-ce que tu peux répondre, mais vraiment, s'il te plaît, très court pour qu'on laisse la place aux autres? Merci. Rapidement, ce n'est pas vraiment un outil, mais une perception peut-être. Pour nous, une meilleure commercialisation, c'est lorsque les producteurs gagnent en plus de ce qu'ils ont toujours gagné. Par exemple, s'ils ont vendu au niveau de leurs exploitations pour gagner 10 francs, et maintenant, ils travaillent avec un collecteur, il peut gagner 12. Donc, c'est meilleur pour eux. Mais s'il va au niveau de la commune, mais il gagne ensuite 9, c'est une mauvaise commercialisation. Gagnant-gagnant, c'est que ce sont les producteurs qui sont vraiment qu'on ne va pas perdre là. C'est pour cela l'outil, la structure forte pour décider qu'on peut gagner par rapport à cet contrat-là. Quelle est la tendance du rapport de force sur les producteurs ou les collecteurs? Là, c'est que le rapport de force, tant que les producteurs ne sont pas regroupés, là, c'est compliqué pour les producteurs. Mais quand ils sont regroupés, ils peuvent présenter une quantité énorme par rapport aux demandes du marché parce qu'il a le marché, donc il peut discuter avec les collecteurs. Ok, merci beaucoup Younes pour ce témoignage. Il y a une autre question, mais je ne vais pas la poser maintenant parce que sinon on n'aurait pas le temps d'avoir les témoignages des autres collègues. Si on a le temps, on la posera en fin de session. Merci beaucoup Younes et je vais passer la parole tout de suite à François. Donc François est producteur maraîcher en Côte d'Ivoire. Il est également administrateur de l'URMAG, une union coopérative. Et on va l'écouter pour qu'il nous présente un exemple de commercialisation sur la Côte d'Ivoire. François. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis François Amani. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons des OP de base qui existaient. Et donc, rapidement, je vais présenter d'abord l'organisation traitière et ensuite passer au contexte et les actions qui sont menées et celles qui sont en cours. Et voilà. Et donc, pour commencer, je peux dire que URMAG, c'est l'Union régionale des maraîchers de Becker, située au centre de la Côte d'Ivoire. Et donc, cette union regroupe 22 organisations paysannes de base
tant en coopérative formelle qu'en groupement informel. Et ça représente pratiquement 500 producteurs maraîchers, dont environ 25 femmes et 50 jeunes. Bien. Nous avons créé cette union-là en 2014 dans le but de faire face aux différents problèmes de commercialisation que nous connaissons en termes de légumes. Bien. Au cours de la campagne passée, en 2019, l'Union et ses producteurs ont pu emblaver environ 475 hectares, une production de près de 5000 tonnes de légumes qui ont été mis sur le marché. Voilà. Et donc, pour le contexte, il faut dire que préalablement, il y avait des difficultés. Les légumes, en son temps, depuis l'indépendance, étaient considérés comme une culture marginale. Parce qu'on faisait ça un peu plus dans les champs, en association avec d'autres cultures. Mais depuis une dizaine d'années, c'est devenu un véritable business en Côte d'Ivoire, et particulièrement au centre de la Côte d'Ivoire. Et donc, vraiment, ce produit occupe beaucoup de jeunes. Malgré cela, en Côte d'Ivoire, cette situation n'est pas beaucoup accompagnée comparativement aux cultures d'exportation. Et donc, nous, au niveau de la structuration, dans ce domaine de vivier, n'est pas mieux accompagné non plus, comme cela se fait avec les cacaoculteurs ou les agriculteurs. Et donc, les paysans sont appelés à se débrouiller eux-mêmes, à faire leur propre organisation et tout et avancer pour résoudre leurs propres problèmes. Du coup, les commerçants prennent le dessus parce qu'ils sont mieux structurés et ils dictent la loi aux producteurs. Parfois, c'est eux-mêmes qui préfinancent la campagne des producteurs et du coup, à la commercialisation, ils sont obligés de fixer eux-mêmes le prix. Bon, donc, du coup, les paysans ne peuvent même pas décider du prix. Ils n'ont pas vraiment aussi le volume réel commercialisé parce que parfois, on enchemine le produit vers les marchés à des revendeurs qui sont sur ces marchés et ils vont faire des tri encore à leur niveau parce qu'il y a beaucoup de pertes pendant le transport. Ils vont faire des tri. Et du coup, la quantité même qui est vendue réellement, vous ne savez pas. Et tout ça, ce sont des difficultés qui sont là. Et à des périodes données, telles que le mois de septembre et octobre, il y a un engorgement réel du marché. Et donc là, on peut parler de surproduction. Donc du coup, les prix tombent. Alors, ces difficultés ont amené les organisations de base à se dire, mais pourquoi est-ce que nous ne nous mettons pas en union pour mieux faire face à ces problèmes? Et ceci a amené les gens à créer cette union, mais l'union a pris une décision d'organiser autrement la commercialisation. Et donc, c'est pour ça qu'on a parlé d'innovation, pour ce que nous faisons. Et donc, ici, c'est le producteur ou l'OP de base qui acheminait son produit à un commerçant quelconque, mais désormais, l'Union a entrepris des démarches et des négociations auprès de quelques partenaires commerciaux pour avoir des contrats de vente en bonne et due forme. Et pour faire mieux encore, au lieu d'envoyer directement le produit, désormais, les OP centralisent leur production, et ce qui a amené l'Union à prendre un local au marché de Gros de Boaké pour faire un centre de groupage et de conditionnement. Et donc, tous les produits sont collectés, regroupés là, reconditionnés selon les grades et selon le besoin de l'acheteur, et ces produits sont convoyés vers les localités données, mais le principal point de vente, c'est Abidjan. Donc, tous ces produits sont acheminés vers là-bas et avec un prix un peu raisonnable. Mais
il faut dire que à ce niveau, il y a quelques difficultés encore parce que le prix n'est pas connu, même quand bien même vous signez le contrat, mais il n'y a pas un prix minimum garanti. Le prix est fonction du marché du tout. Et donc, ça, ce sont des faiblesses que nous connaissons encore. Et donc, nous continuons les réflexions. Et autre difficulté dans ces actions-là, il y a le fait que les camions qui sont affectés ou convoyer le produit, c'est souvent des camions pas tout à fait dédiés parce que appelés à transporter d'autres produits, parfois même des produits phyto, et ce qui vraiment ne nous met pas en bonne position pour la qualité. En termes de sécurité sanitaire des aliments, un problème. Donc, du coup, l'Union est en train de réfléchir comment pouvoir acquérir un camion dédié spécialement aux produits légumes et pour pouvoir faire face à un certain nombre de marchés. Et donc, voici un peu tout ce qui est en train d'être fait. Il y a ce qui a permis d'avancer parce que désormais, on arrive à connaître véritablement les quantités à livrer sur les marchés parce qu'il y a cette demande-là et il y a des partenaires avec qui nous avons pu contractualiser sur environ 500 tonnes l'année, 120 tonnes de tel produit, ainsi de suite. Et là, c'est connu d'avance. Maintenant, le reste de la production est acheminé sur d'autres marchés, les marchés de masse qu'on connaît déjà. Donc, voilà l'expérience de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous attendons un peu les questions. Merci beaucoup, François, pour cette présentation. Alors, on est à l'écoute de vos questions. Si vous avez des besoins de précision, des remarques ou... Pas de questions pour François? Ok, bah, un grand merci pour la présentation. On pourra toujours revenir sur l'expérience après. On voulait vous présenter un dernier cas d'initiative de commercialisation en allant du côté du Burkina autour du niébé. Donc, Bertrand va nous expliquer ce qu'est le niébé pour ceux qui ne savent pas. Ah, pardon, je n'ai pas vu qu'il y avait deux questions qui avaient été posées à l'écrit. Sur le lieu du groupage, les quantités sont commercialisées par jour? C'est une question. Et comment vous gérez les déchets? Et quels sont les légumes commercialisés? Est-ce qu'ils sont périssables? Donc, je reviens, pardon, François, sur ces deux questions. Les légumes commercialisés, est-ce qu'ils sont périssables? Et quelles sont les quantités commercialisées par jour? Est-ce qu'il y a des déchets? Bien. Au niveau de l'Union, comme je parlais du centre de groupage et de conditionnement, là, les produits sont reconditionnés et envoyés directement vers l'acheteur. Et donc, les déchets, nous avons aussi en perspective la mise en place d'une petite unité de transformation pour que tous ces produits qui ont subi quelques meurtrissures soient transformés et pour donner une autre valeur ajoutée. Et donc, en ce qui concerne les variétés ou les différentes spéculations qu'on pratique, c'est beaucoup plus la tomate qui occupe une grande place. Ensuite vient le chou, les poivrons et les concombres et les courgettes. Ok. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, on comprend que c'est des choses, certaines sont déjà en place, d'autres sont en cours de réflexion, mais que dans tous les cas, vous essayez de bien prendre en compte au fur et à mesure tous les problèmes, ou en tout cas toutes les questions qui se posent autour de cette commercialisation des légumes au niveau de l'Union. Merci beaucoup, François. Une dernière question. Quel est le système post-récolte des légumes adopté pour avoir des produits finis de qualité? Est-ce qu'ils vous ont rencontré des difficultés? Alors, quel est le traitement post-récolte, c'est-à-dire du champ jusqu'au marché? Ok. Comme on le disait au départ, les produits sont traités, pas très bien traités, et on connaissait ce problème, mais depuis l'accompagnement de FERF, beaucoup de choses ont changé parce que les paysans arrivent
à bien faire la récolte parce qu'on se dit le bon prix qu'on recherche dépend de la qualité de la production et puis depuis le bord champ jusqu'à comment dirais-je, à l'acheteur. Et donc, les conseillers accompagnent véritablement les producteurs à faire une bonne récolte. D'abord, les bonnes pratiques agricoles sont bien prises là-bas. Et ensuite, bon, ces produits sont convoyés vers le centre de collecte et de groupage. Et pour que ça soit bien reconditionné et en suivant vraiment les principes de qualité et qualité. Et donc, mais comme nous le disons, tout n'est pas bien haut. Les difficultés demeurent parce que, comme on le dit, en termes de qualité, il faut pouvoir disposer d'un camion propre parce que les produits qui quittent le bord champ sont déposés dans des camions de transport en commun de passagers. Et donc, quand souvent, ça vient par des cartons et on n'a pas d'emballage plastique comme les cajous suffisamment en grande quantité pour pouvoir distribuer aux producteurs de base ou acheminer les produits vers le centre de groupage. Donc, les produits connaissent et subissent beaucoup de maîtrise en arrivant au centre de groupage. Donc, nous sommes en train de corriger tout cela et donc, nous essayons tout. Merci beaucoup et bon courage pour tous ces enjeux. On passe du coup à l'expérience du Burkina avec Bertrand qui va nous présenter les expériences de commercialisation de Niébé. Bertrand, je te donne la parole. Ok, merci beaucoup. Bonjour encore à tous. Je vous présenterai alors les témoignages du Burkina Faso. Alors, pour la commercialisation, le Burkina a commencé ses premiers pas, les OP, partenaires de FERT au Burkina, ont commencé pratiquement en 2009. Et les ressources humaines qui sont affectées à cette activité, d'abord, nous notons que le service commercialisation fait partie d'un grand service ici au Burkina qui est le service de stockage commercialisation. Alors, au niveau de chaque OP, il y a des commissions qui sont mises en place, notamment des commissions de stockage commercialisation qui sont mises dans chaque OP, variant de 2 à 6 personnes, un peu au niveau de ces commissions. Alors, les commissions de stockage commercialisation sont chargées de faire un peu le suivi des activités de stockage, un peu dans les magasins de l'OP. Et ils sont encore chargés de chercher les marchés, de faire des prospections et de trouver des marchés pour les banques groupées au niveau des eaux. Alors, après la mise en place des commissions de stockage commercialisation au niveau des OP, il y a un accompagnement des formations, des démonstrations et des applications faites par FERT pour accompagner ces différentes commissions-là. Mais les différentes formations et démonstrations et applications sont notamment sur les bonnes pratiques post-récolte. Parce que nous savons que la commercialisation, pour commercialiser un produit et avoir un prix rémunérateur, il faut avoir un produit de qualité. Alors, les autres pays ici ont pris conscience de pratiquer une bonne gestion post-récolte, allant de la récolte et de tout le système post-récolte, notamment la récolte, le transport, le partage, le séchage, le banage, le tri et le stockage. Alors, il y a des formations et des démonstrations sur ça qui permettent à la fin aux coopératives d'avoir des produits de qualité. Et au-delà de cette gestion post-récolte, il y a encore des formations, des démonstrations et applications, notamment sur les techniques de prospection, de marché et de négociation. Alors, ces prospections et ces négociations sont notamment faites par les commissions de stockage commercialisation avec des appuis aussi de FERT. Donc, des techniques de prospection qu'on peut citer, c'est notamment la mise en place de plusieurs dynamiques, notamment la mise en place d'un cahier où ils essaient de répertorier tous les acheteurs potentiels ou les acheteurs qui ont déjà effectué des achats au niveau de l'OP et mettre aussi les différentes périodes dont ces gens sont intéressés par les produits ou disponibles à faire des achats. Alors, à l'approche un mois de ces périodes, alors les OP
prennent le temps de contacter et de nouer encore les échanges avec ces acheteurs-là, afin de pouvoir espérer avoir des quantités à commercialiser. Alors, nous allons vous présenter des expériences d'acheteurs institutionnels et des expériences et des témoignages aussi sur des expériences des acheteurs privés, des acheteurs locaux, des commerçants locaux et des participations à la foire. Alors, pour les acheteurs institutionnels, nous avons noté 2 expériences, notamment la première est avec la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire, gestion des stocks de sécurité, SONAGES au Burkina Faso. SONAGES est une structure étatique, alors chargée de la régulation des prix, le maintien des stocks de sécurité, pour notamment réguler les prix au niveau du Burkina en général. Alors, avec la SONAGES, il y a eu 2 années encourageantes, notamment en 2009-2010 et la campagne aussi 2010-2011. Donc, on a les coopérateurs, les sociétés coopératives ont pu commercialiser 124 tonnes et 182 tonnes. Alors, avec la SONAGES, au début, les prix étaient des prix rémunérateurs et les prix étaient supérieurs au prix local, c'est-à-dire au prix du marché. Et également, l'avantage ou ce qui était bien avec la SONAGES pour les sociétés coopératives, c'était que le paiement se faisait assez rapide. Voilà, et il y avait une grande satisfaction des producteurs. Et même avec cette société étatique-là, les sociétés coopératives avaient fait une tentative d'obtention du crédit garanti par un contrat de vente. Donc, il y avait un accord tripartite avec l'OP, la SONAGES, qui est la structure étatique, et les IMF. Mais malheureusement, c'était une tentative échouée. Également avec la SONAGES, c'est vers 2012-2013 que, bon, avec la SONAGES, ce n'était plus un débouché intéressant. Alors, pourquoi? Parce que le prix n'était plus supérieur au prix du marché, parfois même très en dessous. Et en plus, le délai de paiement s'allongeait. Et la société ne venait pas retirer les stocks aussi à temps, donc ça occasionnait les pertes. Il y avait également les achats de niébé pour les cantines scolaires qui se faisaient au niveau des communes, qui en cette année ont été transférés au niveau des ministères. Donc ça devenait encore plus long pour les OP d'intervenir pour avoir ces marchés-là. Alors, avec le PAM, qui est le Programme alimentaire mondial, il y a un de nos OP partenaires qui est dans cette boucle-là. Alors, le PAM au Burkina effectue des achats, dont notamment 30% de ces achats se font au niveau des OP. Alors, actuellement, le PAM travaille avec 17 OP. Depuis 2 ans, elle a des problèmes ici. Le PAM a des problèmes ici au Burkina de financement. Ils ne prennent plus de nouvelles OP. Donc, ils se sont arrêtés aux 17 OP. Et une de nos OP partenaires, notamment la CAPIACO, qui est la coopérative agricole du Passoré, qui est parmi ces 17 OP-là. Alors, ce qui est intéressant avec l'expérience du PAM, c'est que le PAM, en plus de venir acheter, fait un accompagnement avant l'achat. Alors, l'OP dépose une demande, le PAM part suivre, il regarde un peu la gouvernance. Il y a plusieurs plans, plusieurs catégories de choses que le PAM regarde avant de pouvoir officialiser un contrat avec vous. Et avant même que vous puissiez livrer, le PAM accompagne avec des renforcements des capacités et avec notamment du matériel pour pouvoir avoir un niveau de qualité pour la commercialisation. Alors, c'était une bonne expérience un peu pour les 2 achats avec les acheteurs institutionnels, étaient de bonnes expériences parce que ça permet aux OP de voir qu'il y a une possibilité dès le moment où ils ont décidé d'aller en commercialisation groupée, qu'il y a des débouchés de commercialisation pour du niveau de qualité. Et c'est ça, c'était vraiment une bonne chose pour ces producteurs-là qui voyaient que leurs efforts pour avoir du niveau de qualité, il y avait des débouchés pour ces différentes, les produits qu'ils ont. Donc, c'était une très bonne expérience pour les acheteurs institutionnels
Mais malheureusement, comme pour la Sonagès, ce n'est plus le succès a duré que 4 ans. Alors, pour les achats, de prendre un cas, notamment celui de Secopa en 2014. Le Secopa est une entreprise privée dont son promoteur est un monsieur qui est à Bobo, qui est la deuxième grande ville du Burkina, qui achetait, qui avait un projet d'achat de produits agricoles de très, très grande qualité pour le commercialiser un peu dans la sous-région et également identifier des acheteurs qui sont prêts à déboucher beaucoup pour du niébé de qualité, des produits agricoles de qualité. Alors, la Secopa, à son temps, en 2014, a demandé aux coopérateurs, aux sociétés coopératives, partenaires de FERT, de faire un tri vraiment minutieux. C'est-à-dire, l'entreprise a demandé un tri grain par grain, c'est-à-dire graine par graine au niveau du niébé pour pouvoir avoir des marchés avec elle. Alors, après la commande, les producteurs ont vraiment fait un tri grain par grain. Mais jusqu'à présent, le prix proposé par Secopa est vraiment un prix qu'on n'a plus jamais vu. C'était un prix supérieur au prix même proposé par les acheteurs institutionnels. Donc, au début, les coopérateurs étaient vraiment contents de ce partenariat-là avec Secopa qui devait durer. Malheureusement, cette entreprise, une année après, a invité les autres partenaires de faire visiter ces magasins au niveau de Bobo Dioulasso. Ces stocks étaient toujours là. Alors, il n'y a pas eu de commercialisation. Le commerçant n'a pas pu commercialiser. Voilà, l'entreprise n'a pas pu faire vendre les produits agricoles de très grande qualité alors qu'il avait acheté. Alors, à la fin, 2 années après, l'entreprise était obligée de vendre à bas prix les niébés qu'il avait achetés à des prix assez élevés. Donc, cette coopération n'a pas continué avec la Secopa. Avec l'expérience des commerçants locaux, vous avez des images aussi. Vraiment, c'est les ventes à des prix vraiment locaux. Donc, les commerçants locaux n'achètent pas à des bons prix. C'est ça de un. Et aussi, ils ont des systèmes de mesure qui sont un peu empiriques. C'est-à-dire, ce n'est pas conventionnel. Ils peuvent, si vous voyez le sac de 100 kilos, c'est un sac en plus avec un chapeau. C'est ce qu'on appelle des sacs avec chapeau. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant pour les producteurs. C'est vraiment, les commerçants locaux sont au dernier recours, carrément, au niveau des sociétés coopératives. Ils préfèrent les acheteurs privés, les acheteurs institutionnels. Mais il arrive des fois que les commerçants aussi viennent acheter des niébés de qualité. C'est rare, mais on verra par la suite dans le slide prochain quels peuvent être aussi les inconvénients ou les difficultés au niveau de la vente avec les commerçants locaux. Alors, en plus de ça, il y a la participation aux foires que les autres partenaires de FERT effectuent. Alors, pour les participations aux foires, il y a toute une concertation avant. Les OP se préparent et décident sur ce qu'ils vont amener au niveau des foires. Alors, avant de participer aux foires, il y a la préparation, il y a des rencontres pour d'abord présenter le thème et tous les déroulements au niveau de la foire. Il y a une rencontre entre OP, partenaires de FERT, pour voir quel OP apporte ça, quel OP apporte ce produit-là, parce qu'il y a plusieurs produits. Il y a les niébés grains, il y a les produits transformés à base de niébés, il y a la farine, le pain de niébé aussi. Donc, ils s'accordent qui envoie quoi. Et avec FERT, ils demandent, avec l'équipe de FERT là, de pouvoir les accompagner dans la fixation du prix au niveau de la foire. Alors, combien on va vendre tel produit, combien. Et il y a un tri minutieux, encore un deuxième tri qui se fait avant d'aller aux foires, parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment une occasion de rencontrer plein de partenaires œuvrant dans la filière. Et également, les gens, quand ils viennent, le niébé est conditionné dans
des sachets de 5 kg, 2 kg, 1 kg. Donc, c'est des sachets transparents et le producteur ou l'acheteur qui vient d'abord prospecter va regarder d'abord ces sachets-là avant de pouvoir parler avec vous pour des achats. Donc, il y a vraiment un tri minutieux qui est fait à ce niveau. Et également, au niveau de la participation aux foires, il y a des B2B qui se font. Donc, la plupart des foires, il y a des B2B entre les producteurs et notamment les acheteurs, les grands acheteurs qui viennent. Donc, à la dernière foire, il y a eu des B2B. Donc, on a préparé d'abord les producteurs à aller présenter leurs produits, à comment négocier encore, comment voilà, donc tous ces exercices-là ont été faits avant d'aller aux foires et vraiment, ça a été très bien fait. La foire s'est très bien passée, nous avons tout commercialisé et les producteurs ont eu des contacts. Alors, on passe au prochain slide qui présente à peu près les difficultés rencontrées au niveau du Burkina Faso pour la commercialisation. Alors, d'abord, il y a l'inexistence de marché pour du niveau de qualité. Parce que le consommateur n'est pas prêt à ajouter de l'argent pour avoir du niveau de qualité. Voilà, ça c'est un triste constat. Donc, les producteurs qui veulent d'abord ne pas avoir de pertes au niveau du stockage et autres, préfèrent avoir de bons niveaux de qualité avant le stockage. Donc, ça permet d'avoir un truc, un stock qui ne va pas être attaqué et autres. Donc, pour la commercialisation, c'est le niveau de qualité. Alors, avec tous ces efforts-là, il y a une difficulté de vendre ce niveau de qualité-là au même prix que le niveau qu'on va appeler du niveau tout venant. Alors, ça, c'est une difficulté pour les coopérateurs. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'aller chercher les acheteurs privés, les acheteurs institutionnels qui sont prêts à acheter un peu plus pour du niveau de qualité. Également, il y a l'inaccessibilité des marchés institutionnels. Donc, vous avez vu qu'il y a eu un transfert des achats qui se faisaient au niveau communal. Maintenant, ils se font au niveau du ministère depuis quelques années, depuis 5-6 ans. Ce n'est que l'année passée qu'ils sont en train maintenant de ramener ces commandes-là au niveau de la commune pour pouvoir faire bénéficier les différents acteurs agricoles des différentes communes. Parce qu'au niveau des ministères, c'était difficile. C'était les grands qui pouvaient collaborer et faire ces ventes-là. Également, la quatrième difficulté, c'est que les commerçants mélangent le niveau de qualité avec le tout venant. Alors, c'était la difficulté que j'avais énumérée, que j'allais développer plus loin. Les rares commerçants qui achètent des niveaux de très grande qualité produits par les autres partenaires de FERT, alors ces commerçants prennent le niveau de qualité qu'ils ont acheté à un prix élevé et le mélangent avec le niveau qu'ils ont acheté, qu'on appelle le niveau tout venant, le niveau qui n'est pas de qualité. Alors, ils font un mélange pour un peu hausser le niveau du niveau tout venant et notamment, ça fait baisser le niveau acheté par les niveaux produits par niveau de qualité produit par les coopératives partenaires du FERT. Alors, cette information, au moment où elle a été reçue par le coopérateur, a été vraiment un choc. Oui, je vous l'ai dit, c'est un choc pour les commerçants qui, pour eux, c'était un peu découragé parce qu'un tel producteur, un tel commerçant vient acheter le niveau de qualité, c'est une référence qu'ils vendent du niveau de qualité. Alors, et à la fin, ils partent voir au marché que ces commerçants-là mélangent leur niveau de qualité avec le niveau de tout venant. Donc, ils n'étaient pas contents encore de citer ces commerçants-là comme des références dont les gens peuvent aller voir même les produits de qualité qu'ils ont. Un peu. Donc, l'avant-dernière difficulté, c'est notamment les interdictions d'exportation. Alors, ça, ce n'est pas la première année. On a eu ça en 2019 et ce n'était pas la première année où il y a eu des interdictions d'exportation. Donc, dû à la crise alimentaire et tout ce qui en suit, l'État décide d'interdire ou de limiter les exportations des produits agricoles. Donc, ça, c'était vraiment un choc aussi pour les producteurs, surtout l'année passée,
parce qu'on a eu plusieurs prospections, notamment les producteurs partenaires avec l'équipe verte, plusieurs prospections qui nous ont mis en relation avec des grands acheteurs institutionnels. Donc, je prends un exemple qui est Exo Afrique, qui est un acheteur institutionnel, une entreprise qui achète des produits agricoles, une entreprise burkinabé, et qui exporte ces produits-là. Alors, j'avais eu un contact avec eux, donc je les avais mis en contact aussi avec les producteurs qui ont beaucoup échangé et il y a eu des échanges, nous avons, un concert avec les producteurs. Les producteurs ont arrêté un prix intéressant qui était accepté par cette entreprise-là. Alors, plus de négociations, l'entreprise disait que si, notamment, cette interdiction se levait, alors il y avait la possibilité maintenant aux producteurs il y avait la possibilité de formaliser maintenant, de faire un contrat et tout pour maintenant passer à la commercialisation. Mais malheureusement, jusqu'en décembre, on n'a pas eu de levée de cette interdiction d'exportation. Donc, cette grosse commande qu'on avait eue pour les producteurs partenaires, les OP partenaires de FERT n'ont pas abouti. Alors, la dernière difficulté, c'est notamment la situation sécuritaire. Alors, la situation sécuritaire au Burkina n'est plus à présenter, surtout dans des zones où FERT intervient depuis plus de 10 ans. Alors, la situation sécuritaire a fait dans un premier temps que il y avait des magasins qui étaient un peu des magasins isolés et ces magasins étaient dans des zones d'insécurité. Alors, les producteurs, dans un premier temps, ont enlevé, ont retiré ces productions-là dans leurs magasins et ils ont vendu ça à des prix vraiment, à des prix pour pouvoir avoir quelque chose, des bas prix pour pouvoir avoir de l'argent pour survivre dans leur nouveau localité où ils se sont déplacés. Alors, ça fait qu'à un certain moment, l'offre était devenue plus importante. Alors, ça fait chuter le prix à un certain moment au niveau de la région, du centre-nord. Donc, c'était aussi un constat amer pour les OP partenaires qui, certains même ont gardé leur stock. Ah oui, garder leur stock plus d'une année parce que les prix proposés n'étaient pas vraiment des prix intéressants. Donc, c'est un peu ça, les témoignages, l'expérience au Burkina Faso, même si je suis allé un peu plus vite. Merci beaucoup, voilà, Bertrand, pour cette présentation très complète. On ne va pas forcément prendre de questions parce qu'on voudrait laisser un petit peu de temps à Bertrand pour réagir. Donc, Bertrand, venez. Donc, Bertrand est administrateur de FERT, tu as une expérience assez longue dans les questions de commercialisation en France et à l'étranger. Et donc, Bertrand, on souhaitait un peu avoir ta réaction aussi en tant qu'élu FERT sur ce que t'inspire un peu toutes ces expériences, tous ces témoignages, et y compris la partie sur les fondamentaux. Hein. Et qu'est-ce que ça t'évoque en 10 petites minutes, s'il te plaît? Merci. Oui, merci Joseph. Merci à tous aussi pour tous les témoignages intéressants. Oui, c'est vrai que j'ai les cheveux blancs, j'ai 40 ans ou 45 ans d'expérience de paysan commerçant, on va dire. Voilà, et puis j'ai milité pas mal au sud. Donc, ça me donne le droit de ne pas être politiquement correct. Donc, je veux avoir un témoignage qui ne sera peut-être pas toujours très, très, très correct, mais bon, prenez-le, puis posez-moi des questions après derrière. Donc, je vais déjà dire en préambule que le paysan, à l'origine, il n'est pas commerçant. Donc, c'est deux métiers totalement différents. Et le métier de commerçant, il s'apprend, mais il y a quand même des paysans qui ont le sens du commerce, comme on dit. Hein. Donc, ceux-là, ils sont intéressants aussi à détecter. Et donc, pour acquérir des compétences, ce n'est pas au bureau avec des formations, c'est surtout sur le terrain. Et c'est sur le terrain, en essayant de connaître le marché, hein, de savoir ce qui se passe dans la chaîne de vos produits. Et là, il ne faut pas hésiter à se déplacer. Donc moi, j'ai des règles que à chaque fois, quand on me demande de discuter du commerce, que j'annonce. Hein, pour réussir dans le commerce, il faut connaître déjà, convaincre et conclure. Connaître, c'est justement se déplacer à plusieurs paysans pour aller voir où vont vos produits.
qui les transporte, qui les achète, hein, et essayer de discuter avec tous ces gens-là qui font la chaîne commerçante de vos produits. Et ce n'est pas au bureau qu'on apprend ça, c'est en prenant le taxi brousse, la voiture, le camion qui transporte vos produits, en n'étant pas timide, hein, en y allant avec des questions qui sont préparées. Alors là, vos techniciens, ils peuvent vous aider, bien évidemment, ils sont là pour ça. Hein. Ils peuvent aller avec vous, bien évidemment, mais c'est à vous de faire vos expériences. Il ne faut pas les confier à d'autres. Voilà. Après, comment dire, pour convaincre, il faut avoir des arguments. Hein. Et il ne faut pas non plus être timide pour rencontrer les acheteurs. Alors, je vais vous témoigner d'une expérience que j'ai eue à Madagascar qui était assez intéressante. Hein. C'était des paysans qui m'avaient demandé de les aider à vendre leur cacao. Hein. Ils vendaient leur cacao frais à la sortie de la ferme et ils ne connaissaient pas les acheteurs. C'était des collecteurs qui venaient acheter leur cacao. Et les premiers collecteurs. Et ils voulaient sortir du mauvais prix qu'ils avaient pour leur cacao. Et ils ne connaissaient pas l'acheteur final. Donc, j'ai pu rentrer en relation avec l'acheteur final dans le pays, hein, et on a essayé d'organiser une rencontre avec lui. La première rencontre, les paysans, pourtant, on avait préparé la rencontre. C'est-à-dire qu'on avait bien défini les rôles de chacun, bien défini l'argumentaire, sauf que les paysans, ils n'avaient jamais eu affaire à un grand commerçant en phase 2, donc ils devaient prendre la parole, ils sont restés le nez dans leurs chaussures. Hein, ils n'ont pas parlé. On y est retourné une deuxième fois, ils ont commencé à bien prendre la parole, hein, à être moins timides, hein, à oser. Hein. Sur le commerce, il faut savoir oser aussi. Et la troisième fois, ils m'ont dit on n'a plus besoin de toi. Et c'était gagné. Et depuis, c'était il y a 15 ans ou 17 ans, ça. Et depuis ce temps-là, ils ont monté une structure commerciale assez fabuleuse dans le nord de Madagascar, l'UCLS, une coopérative Las Sambiran. Et ils arrivent. Ça a mis du temps, hein. C'est toujours pareil, il faut gérer le temps. Ils ont commencé petit. Ça a mis 17 ans, mais maintenant, ils sont exportateurs. Voilà. Donc, et c'est eux, la réussite, c'est eux. Hein. C'est pas moi. Après, convaincre aussi. Hein. Convaincre, c'est avoir une offre qui tient la route et une offre qui tient dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire un bon coup, hein. On est là pour que ça dure et que l'acheteur ait confiance en nous. Hein. Donc, qu'il ait affaire à des gens sérieux, à des produits sérieux. Alors, c'est sûr, dans les témoignages, il y a des fois, faire de la qualité, ça ne sert à rien. Hein. Ça dépend sur quel marché on est. Il ne faut pas non plus rêver là-dessus. Hein. Et après, le plus dur, c'est de conclure. C'est comme quand vous êtes avec une belle fille, hein, vous essayez de la connaître, hein, de la convaincre, hein, vous lui faites un peu de baratin, vous l'emmenez au cinéma, vous dansez, mais à la fin, il faut quand même conclure. Hein. Pas de parole des actes, hein, c'est la théorie de l'amour. Et là, arriver à conclure un contrat avec un prix, avec des quantités, c'est ce qui est le plus difficile. Donc, il faut y réfléchir avant à ce qu'on met dans le contrat, qu'il soit verbal ou écrit. Hein, il faut instaurer avec le client de la confiance. Et la confiance, c'est de la transparence. Avec la transparence sur qui vous êtes, sur vos produits, sur ce que vous êtes capable de lui amener comme service. Hein, souvent, il n'y a pas que le produit. Il y a des services qui sont attachés au produit, qui peuvent être la livraison, qui peuvent être le stockage, la traçabilité, un tas de choses. Hein. Alors, c'est un peu moins vrai dans les marchés locaux parce que, là, on vend des produits frais qui sont rapidement vendus, mais sur d'autres produits, ça peut être quand même très important. Donc, rappelez-vous les 3 C, hein, connaître, convaincre et conclure. C'est de la séduction, hein, quelque part, mais ce n'est pas toujours évident. Alors après, moi, ce que j'ai pu remarquer à travers mon expérience, toujours pareil, il ne faut pas vendre du rêve. Surtout pas à mes collègues paysans. Avant d'être grand, il faut être petit. Donc, rêver tout de suite de faire une grande entreprise, rêver à des grands volumes de vente et tout ça, faut commencer petit, avoir des expériences, hein, qui sont souvent des expériences très simples, hein, d'une première vente groupée, un premier intermédiaire. Et au fur et à mesure, remonter la chaîne, grossir aussi l'offre, être un peu plus nombreux à vendre, mais se tester. Alors, se tester déjà entre nous, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de s'entendre? Est-ce qu'on est capable de prendre des décisions ensemble? Est-ce qu'on est capable de partager l'argent? Je vais y revenir. C'est quelque chose d'important, ça. Hein, de mettre aussi de l'argent sur la table quand il faut. Donc là, ça ne peut pas marcher du premier coup, ça. C'est très compliqué. Hein. Et j'en reviens à ce qu'a dit notre ami Michel Amirault aussi. On fait rêver en ce moment les bailleurs de fonds et d'autres
des amis paysans avec les coopératives, comme quoi la coopérative, c'est un objectif et ça va résoudre tous les problèmes. J'ai été président de coopérative, administrateur de plusieurs coopératives, mais pas que de ça. Mais c'est la structure la plus compliquée, la plus difficile à mettre en place. Parce qu'il faut partager du capital, il faut partager la démocratie aussi, un homme, une voix. Ce n'est pas toujours évident. Hein, et c'est très compliqué aussi après dans l'organisation. Donc moi, je la déconseille, la coopérative au départ. Je la déconseille parce qu'on a 9 chances sur 10 d'aller à un échec. Hein. Par contre, après, une fois qu'on a mûri et qu'on prend une taille un petit peu importante, on peut y réfléchir. Mais c'est surtout pas, comment dire, un objectif et c'est surtout pas le remède miracle. Surtout pas. Voilà. Et c'est un ancien président de coopérative qui vous parle, vous voyez, donc voilà, c'est vraiment le poids là, de l'expérience. Après, il y a un problème aussi que j'ai vécu et qui est propre, pas propre au pays du Sud, hein, ça arrive aussi en France, hein, ça arrive aussi en Europe, ben, c'est l'argent qui disparaît. Parce que l'argent, ben, il n'est plus individuel, il est collectif. Donc, ben, si on commence à faire un peu de bénéfices ou des ventes importantes, ben, où va l'argent ? Qui est-ce qui gère l'argent? Et de temps en temps, l'argent, même souvent, il disparaît. Le directeur ou la comptable ou le comptable, ou même le président, ben, il met les mains dans le poids confiture. Et moi, ça arrivait souvent. Hein. Ça arrivait souvent, voilà. Et je vous dis, pas que dans le Sud, hein, dans le Nord, ça arrivait aussi. Hein, des problèmes comme ça. Donc, il faut sécuriser l'argent. Et l'argent, comment le sécuriser? Ben, il faut plusieurs signatures quand on décaisse. Il faut des relevés de caisse et de banque réguliers. Il faut des contrôles internes et externes. Il faut être très, 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 très vigilant là-dessus. Parce qu'on peut casser quelques-uns, hein, moi j'appelle ça des saboteurs. À Madagascar, c'est un terme qu'on emploie facilement. Et ben, qui vont casser une structure, hein, un groupe d'hommes, par l'ambition du gain. Et donc, il faut éviter ça. Faut éviter ça. Mais c'est un classique. Hein. Donc déjà, et en plus, souvent, dans les pays du Sud, ben, on a encore des transactions qui sont en cash. Et le cash, c'est terrible. Hein, comment on le transporte, comment on le sécurise, voilà, et là, tout est envisageable, malheureusement. Alors après aussi, on peut avoir des crises, des crises voilà, de malversation. Hein, et comme disait pareil Michel, hein, bah, quand on va dans les tribunaux, on n'est pas sûr de gagner dans certains pays. Hein, même si on a l'honnêteté avec soi et tout, voilà. Donc la vigilance aussi au départ de démarrer avec des gens honnêtes. Ça paraît une évidence, mais voilà, il y a une enquête morale sur ceux qui touchent à l'argent, hein, parce que c'est trop à risque. Après, bon, on peut y avoir des crises aussi du marché. C'est-à-dire que le marché, les prix s'effondrent, voilà, ou alors on n'a plus de récolte et puis on perd la filière commerciale. Il faut savoir redémarrer, avec ceux qui ont la foi. Et si on est une structure importante, il faut surtout aller retourner voir la base, hein, les paysans à la base, pour leur expliquer les difficultés, faire de la transparence. Hein. Les paysans ne sont pas bêtes, hein, si on leur explique, ils comprennent. Hein. Donc, avec des mots simples et tout, qu'on est en difficulté, que voilà, on propose des solutions pour se redresser. Hein. Voilà, moi, j'ai connu des crises de vaches folles, d'autres choses comme ça, hein, où le marché s'effondrait du jour au lendemain pour des raisons sanitaires, on va dire, un peu comme ce qu'on vit avec le Covid-19 en ce moment. On a pu redémarrer. Hein. On a pu redémarrer, mais on a été sur le terrain auprès des paysans, les rassurer, dire qu'on était avec eux, voilà. Hein. Donc, après, on essaye d'avoir un réseau aussi pour avoir des alliés dans ces cas-là financiers. Et après, si on a entretenu des bonnes relations avec nos acheteurs de confiance, on peut redémarrer. Voilà. Alors, il y a un autre sujet aussi pour conclure. Hein, j'ai essayé d'être un petit peu rapide, mais j'espère que vous aurez des questions derrière. C'est la répartition de la valeur. Si vous créez de la valeur, c'est ce qu'on souhaite, hein, autour de vos produits, il faut savoir la partager. Alors, la partager comment? Il y a des règles toutes simples. Une fois qu'on a un peu de valeur, il faut effectivement un retour aux paysans. Hein, le premier retour, il doit aller aux paysans, mais il ne faut pas oublier les cadres qui font que ça marche. C'est-à-dire que la structure commerciale marche. Et si ça marche bien, il faut savoir aussi leur redonner une partie du gâteau. Hein, voilà.
Voilà, ça fait partie du jeu parce que souvent, arrivé à une certaine taille, on est obligé d'avoir des collaborateurs qui ne sont pas des paysans qui assurent la commercialisation et autres. Donc, il faut savoir aussi les rémunérer en fonction des résultats, pas que le paysan. Et après, il faut toujours garder une part importante pour l'investissement. Alors, l'investissement, ça peut être dans des structures commerciales, ça peut être dans des moyens de transport, mais même dès le démarrage, si on garde une petite part pour l'investissement, on assure l'avenir. Donc, là, je sors un peu du domaine de la commercialisation, je vais un peu dans la gestion, mais si on le prévoit dès le départ, c'est quand même une chance pour l'avenir. Voilà ce que j'avais à dire sous mes cheveux blancs. J'espère que je ne vous ai pas choqué. N'hésitez pas si vous avez des questions. Joseph, je te rends la parole. Merci beaucoup Bertrand, on sent l'expérience qui parle. On va prendre peut-être une ou deux questions maximum pour tenir un peu le timing. Est-ce que vous avez des questions? Je ne doute pas que l'image de la belle fille et tout ça seront retenues par tout le monde. Ok. Bon, si vous n'avez pas de questions, je vous propose le petit résumé suivant. Pardon, il y a une question de François, je crois. Oui, on écoute François. Je vais revenir à M. Bertrand pour dire qu'il a parlé des difficultés en allant directement en coopérative. Et donc, pour lui, il ne faudrait pas commencer par la coopérative, mais autrement. Bon, pour vous, autrement, là, c'est quoi? C'est quel type d'organisation faudrait-il mettre en place avant d'atteindre la coopérative? Alors tout simplement des ventes groupées. Au départ, vous vous groupez déjà pour faire une ou deux ventes et vous voyez si les gens s'entendent. Vous voyez, des ventes groupées toutes simples. Vous mettez la marchandise en commun, vous la vendez, vous répartissez les prix de la vente. Tout simplement des ventes groupées. Et vous le faites plusieurs fois et vous voyez si ça tient. Voilà. C'est la première chose à faire. Et après, il ne faut pas penser qu'à la coopérative. Après, vous pouvez créer aussi une petite société anonyme de commercialisation. Où là, c'est vous pouvez gérer une entité qui sort de votre activité agricole à part pour commercialiser, avec peu de capitaux dedans, vous savez, et c'est cette structure-là anonyme qui commercialise. Voilà. Là, c'est beaucoup plus simple qu'une coopérative. Et c'est plus facile à gérer. Et après, le stade ultime, si vous sentez que tout le monde est en confiance, là, vous pouvez passer à une coopérative. Mais c'est vraiment là quand on est sûr qu'il y ait la transparence, qu'il y ait la confiance et que les gens aient bien compris qu'on va partager, comment dire, on partage un capital aussi au départ avec, avec une coopérative. Et en même temps, les décisions, comme on les prend à plusieurs en démocratie, elles sont longues à prendre. Donc, on manque de réactivité au niveau commercial. Voilà. Donc, je répète, au début, vente groupée toute simple. Vous pouvez créer aussi une petite structure, une SA anonyme de commercialisation. Et après, si vous sentez que ça marche, on peut penser à une coopérative. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il reste une question? Très bien. Un grand merci Bertrand pour ton témoignage. Donc, comme synthèse, Michel nous a rappelé les fondamentaux sur la commercialisation, en rappelant que c'est un service parmi d'autres et qu'on cherchait avant tout à augmenter le revenu du producteur. Et que dans ce service-là, et comme dans tous les autres d'ailleurs, les producteurs sont les premiers acteurs et que c'est sur eux qu'on s'appuie pour entreprendre des choses. Et Michel a rappelé la loi de l'offre et de la demande et qui est très sensible sur les produits périssables. C'est la loi de King pour ceux qui aimeraient aller un peu plus loin dans la compréhension. Et enfin, que c'était vraiment important d'essayer de comprendre bien le public et le contexte des pays dans lesquels on intervient, mais même des régions, avant d'entreprendre des activités de commercialisation. Donc, en gros, c'est vraiment de poser les réflexions, de bien comprendre et de chercher des solutions progressives. Donc, Madagascar, Younes a pu nous présenter un peu les réflexions du groupe FIFATA
qui ont eu toute cette réflexion sur le contexte et puis sur l'accompagnement des initiatives de commercialisation, et à présenter également cette expérience sur la commercialisation de poulets dans une région où ils sont vraiment partis des besoins. Ça s'est développé progressivement avec cette recherche de revenus ou d'augmentation du revenu avant tout. Donc ça rejoint un petit peu la conclusion que tu donnais, Bertrand, sur pas forcément chercher d'abord la coopérative ou l'organisation qui porte, mais avant tout chercher le service aux producteurs. En Côte d'Ivoire, François nous a rappelé, présenté cette expérience de prise en compte des besoins et du contexte pour développer des initiatives progressives. On a bien vu que cette mise en marché des produits maraîchers, elle s'est heurtée à certaines questions de regroupement de produits, de négociation de contrats, de location de magasins, et que finalement les choses avancent progressivement en prenant un par un une par une les questions et en cherchant des solutions adaptées. Enfin, le Burkina Faso, autour du produit niébé, nous a vraiment montré on pouvait trouver tout un tas de solutions, mais qu'elles n'étaient pas évidentes à faire durer, puisqu'on a bien vu l'exemple de Sonagès, du PAM, d'entreprises privées, que finalement on arrivait à obtenir certains contrats, mais que ce n'était pas évident de les garder dans la durée. Donc, il fallait à chaque fois s'adapter. En tout cas, on retient un principe très important qui a été rappelé par Bertrand du Burkina, c'est qu'à chaque fois, les producteurs étaient impliqués au travers de commissions, en tout cas, étaient vraiment impliqués et en première ligne sur les choix qui sont faits. Enfin, Bertrand Venet nous a rappelé qu'un paysan n'est pas forcément un commerçant, même si certains ont cette fibre. Et de son expérience, il y a eu cette technique des 3 C quand on veut essayer de travailler sur la commercialisation: connaître, convaincre et conclure. Mais que également, par rapport aux autres expériences, c'est avant tout une initiative des producteurs et que ça nécessite de prendre en compte le contexte, de créer de la confiance, de commencer petit et puis d'avancer progressivement et d'être toujours en contact avec la base sur leurs besoins. Enfin, ça nécessite de la rigueur, parce que quand on gère des actions et en particulier de l'argent en commun, il faut être assez rigoureux et que la coopérative faut être l'aboutissement de tout ce travail, mais pas forcément le démarrage de tout ce travail. On pouvait tout à fait accompagner des initiatives sans forcément aller directement sur une coopérative. Alors, on dépasse un peu l'heure, mais je vais quand même prendre la dernière question de Léo Kadi, qui dit qu'elle comprend l'idée de Bertrand, mais au Burkina, les COP existent déjà et donc il semble difficile de faire sans. Je crois que c'est le cas aussi en Côte d'Ivoire. Là où il y a déjà des coopératives, on essaye de reconstruire à partir de ce qui existe et on ne peut pas forcément passer à côté de ça. Je ne sais pas si Bertrand, tu souhaites réagir à ça. Ouais, alors moi c'est intéressant parce que j'étais traîné un peu aussi au Burkina et puis en Côte d'Ivoire. Bon, il y a une coopérative cacao en Côte d'Ivoire qui m'a demandé de l'aider. Finalement, la coopérative n'était pas démocratique. Bon, donc il y avait un chef, quoi, on va dire, et voilà quoi. Donc après, non, mais si ça marche, tant mieux. Faut continuer, et puis la faire vivre surtout. Mais il faut surtout qu'il y ait l'un des principes des coopératives, c'est qu'il faut qu'il y ait la transparence sur les décisions et sur les comptes. S'il n'y a plus de transparence sur les décisions et sur les comptes, forcément, il y a une crise de confiance et les adhérents, ils s'en vont. Voilà. Donc, retenez cette règle-là, transparence. Après, que ça soit égalitaire, ce n'est pas possible. Que ça soit équitable, c'est mieux, mais ce n'est pas toujours évident. Mais que les gens ils soient au courant des décisions, qu'il y ait une transparence totale sur les décisions et sur les comptes. Et là, ça marchera, la coopérative. Mais si vous n'avez pas la transparence, ça ne durera pas. Merci beaucoup Bertrand. Merci à tous pour vos interventions, vos questions. Désolé si on n'a pas pu prendre tout, mais on a essayé de respecter un peu le temps. Ce que je vous propose comme d'habitude, c'est n'hésitez pas à mettre par écrit quel message clé vous avez retenu de ce webinaire sur la commercialisation. Donc, vous pouvez laisser ça sous forme de petits messages écrits, c'est toujours utile pour nous.
Et j'en profite pour vous informer des 2 derniers webinaires de cette session, puisqu'on avait organisé ça en lien avec la crise Covid et l'impossibilité pour certains de faire du terrain. Et on s'était dit, c'est une bonne idée de partager nos expériences autour de thématiques très concrètes, ce qui nous permet à tous de se rattacher au terrain et tout en partageant nos pratiques. Donc, on voudrait faire le 29 mai un webinaire sur le stockage des produits agricoles autour d'expériences de plusieurs pays. Et enfin, le 5 juin, il y aura un webinaire sur le rôle des femmes dans nos actions, dans les exploitations et dans les OP. Et je pense que ce sera le dernier webinaire de cette série. Ensuite, on maintiendra peut-être, mais sous une forme un peu plus espacée, ce qui nous laissera aussi le temps de mieux préparer. Voilà, merci de bien mettre vos petits messages là. Donc, je permets de lire un message qui vient d'arriver de Madagascar. Développer la confiance pour mieux réussir une action commune, par exemple la vente groupée. Ok, très bien, merci. 3C, connaître, convaincre, conclure. Toujours de la part de Madagascar. C'est en tout cas ce qui a été retenu. Voilà, bon, vous pouvez toujours écrire. Je vais libérer ceux qui veulent partir puisqu'on a un petit peu dépassé le temps. Et j'en profite encore une fois pour vraiment remercier Michel, les 2 Bertrand, François et Younes d'avoir accepté cette intervention. Et on vous dit au 29 mai pour le prochain sur le stockage des produits agricoles. Très bon week-end à tous. Merci. Merci à tous. Merci, bonne suite à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Veluma. Beaucoup. Veluma. Bye.